Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue donc dans ce cours numéro 5 de cette série consacrée aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Et le cours d'aujourd'hui, qui va aller de pair avec le cours de la semaine prochaine, est consacré aux résonances de diffusion. Alors, comme toujours, je commence par faire un petit point d'étape, vous rappeler où est-ce qu'on en est. Donc, dans ce cours, on s'intéresse aux interactions entre particules à basse température, particules neutres, et un des principaux résultats, ça a été que ces interactions se produisent essentiellement, parce qu'on est à basse température, dans le canal de moment cinétique L égale 0. En toute rigueur, cette phrase est vraie quand on a un potentiel qui est invariant par rotation, et que le moment cinétique est donc un bon nombre quantique, mais pour les potentiels qu'on a été amené à considérer cette année, ils sont effectivement invariants par rotation, donc le moment cinétique est un bon nombre quantique. Donc nos collisions sont essentiellement dans l'onde S. Étant dans l'onde S, on peut caractériser l'amplitude de diffusion dans cette onde essentiellement par la longueur de diffusion petit a. Plus précisément, je vous rappelle donc la manière dont on avait mis cette amplitude de diffusion f de k, où k est le vecteur d'onde de la particule relative de mes deux atomes en train de collisionner l'un avec l'autre. Eh bien, on avait mis 1 sur f de k, c'est plus simple de travailler avec 1 sur f qu'avec f, 1 sur f de k égale moins 1 sur a, où est cette longueur de diffusion. Donc ça, c'est le terme dominant quand k tend vers 0. Ensuite, le terme d'ordre 1 en k est imaginaire pur, et lui, il est universel, il est imposé par le théorème optique, l'unitarité de la mécanique quantique, moins ik. Et puis ensuite, vous avez des termes qui sont en k carré, k cube, qui peuvent intervenir, mais qu'on peut négliger raisonnablement quand k tend vers 0. Et une autre manière donc, de mettre cette même formule, en parlant de f cette fois-ci et de pas 1 sur f, c'est donc f de k égale moins a sur 1 plus ik. Cette amplitude de diffusion est donc isotrope, et la section efficace totale va donc être simplement égale à 4pi fois le module de cette amplitude de diffusion, donc 4pi fois f, le module carré de cette amplitude de diffusion, 4pi f carré, c'est-à-dire 4pi à 2 sur 1 plus k2 à 2. Donc cette formule-là que je donne pour la section efficace totale, elle est valable pour des particules discernables. Si vous avez affaire à des bosons polarisés, donc, ayant tous le même spin, il faut multiplier ce résultat pour sigma de k par un facteur 2, puisque je vous rappelle que pour des bosons polarisés, la section efficace est pour les ondes paires, L égale 0, 2, 4, le double de ce qu'elle serait pour des particules discernables, et elle est nulle pour les ondes impaires. En revanche, si je prenais des fermions polarisés, à ce moment-là, seules les ondes impaires contribueraient, donc vous auriez sigma de k égale 0 pour l'onde S pour des fermions polarisés. Et ensuite, eh bien, on s'était intéressé à un potentiel réel, le potentiel interatomique qui se comporte avec la loi de Van der Waals en moins C6 sur R6 à grande distance. Et là, eh bien, on a montré, c'était le cours de la semaine dernière, que cette longueur de diffusion finalement dépendait de deux paramètres. Petit a pouvait se mettre sous la forme, donc je l'avais écrit sous la forme a sur a bar, 1 moins tangent de phi. Donc vous avez a bar d'une part, et puis cette fonction trigonométrique 1 moins tangent de phi. Alors a bar, c'est ce qui va nous donner l'échelle typique pour une longueur de diffusion dans un problème régi par l'interaction de Van der Waals. À quelques pourcents près, a bar était égal à ce que j'avais appelé le rayon de Van der Waals, qu'on définit donc à partir de la masse réduite des particules, 1,5 de la masse d'une particule si les deux particules ont la même masse, le coefficient C6 qui régit donc l'interaction à longue distance, divisé par h bar 2, et tout ça à la puissance 1 quart. Donc ça, c'est le rayon de Van der Waals, et a bar, comme je l'ai dit, à 3 ou 4% près, c'est égal à RVdV. Donc a bar, ça vous donne finalement la longueur de diffusion la plus probable. Mais connaître la longueur de diffusion la plus probable n'est pas suffisant. En fait, la vraie longueur de diffusion dépend des détails du potentiel. Si vous prenez un potentiel de Van der Waals tronqué, ça dépend de l'endroit où vous allez mettre le cœur dur. Si vous rajoutez un cœur plus mou, ça dépendra des paramètres du cœur mou. Et cette dépendance vis-à-vis de ce qui se passe à courte distance, eh bien, c'est transcrit par cet angle phi ici. Et donc, vous avez cette fonction trigonométrique 1 moins tangent de phi qui peut prendre toutes les valeurs entre moins l'infini plus l'infini, avec encore une fois la valeur la plus probable qui est a égale à bar. Mais 1 moins tangent de phi peut prendre toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Et c'est ce que j'ai représenté sur cette courbe, où phi varie ici sur un intervalle de largeur pi. Et ici, la longueur de diffusion commence d'une valeur grande et positive pour passer par a égale à bar à peu près ici, et puis ensuite rediverger vers moins l'infini quand phi se rapproche de cette valeur. Et puis de nouveau, vous avez une divergence qui se produit, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu dans les cours qui précèdent.
Et le but de ce cours, eh bien, c'est d'approfondir ce régime de grande longueur de diffusion. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une divergence de la longueur de diffusion? Et ce n'est pas un problème simplement académique. Hein. Cette possibilité d'avoir des grandes longueurs de diffusion, c'est quelque chose qui contribue de manière majoritaire à l'intérêt des gaz quantiques pour le problème plus général des fluides en interaction. En effet, grâce à ces grandes longueurs de diffusion, le fait que vous pouvez avoir A aussi grand que vous vouliez, si vous vous rapprochez d'une résonance, eh bien vous pouvez en particulier atteindre le régime d'interaction forte, c'est-à-dire une longueur de diffusion petit a plus grande que la distance entre particules. C'est-à-dire que dans votre fluide, bien que ce soit un gaz, c'est-à-dire que la taille des atomes eux-mêmes, cette taille soit très petite devant la distance entre particules, eh bien la valeur de la longueur de diffusion, c'est-à-dire l'extension sur laquelle un atome se fait sentir, eh bien, cette extension est de l'ordre de la distance entre particules, si bien que toutes les particules interagissent en permanence ensemble, et ça contribue à établir de fortes corrélations dans le système. Donc, au niveau du problème à n-corps, eh bien, ça permet d'atteindre ce régime d'interaction forte, donc A supérieur à D, ou si vous préférez, la densité petit n fois le produit A cube de l'ordre de 1, voire supérieur à 1. Au niveau du problème à petit nombre de corps, maintenant, je parlais du problème à grand n corps, à grand nombre de corps juste avant, au niveau du problème à petit nombre de corps, c'est également très intéressant, parce que le fait de pouvoir avoir des grandes longueurs de diffusion petit a, ça permet de réaliser des états nouveaux dans le problème à 3 corps, à 4 corps, et je pense en particulier au problème d'Efimov, qu'on ne va pas aborder cette année, mais sur lequel je reviendrai l'année prochaine. Donc, une fois qu'on a compris que ces résonances étaient importantes, il s'agit de les comprendre. Première chose que j'aimerais faire dans ce cours aujourd'hui, c'est comprendre comment est-ce qu'elles peuvent se manifester en pratique, comment est-ce que je peux réaliser pour l'onde S une longueur de diffusion, plus précisément sa valeur absolue, grande devant A bar, et puis je dirai quelques mots aussi d'un équivalent du réseau de diffusion pour des ondes de L non nulles. On va se concentrer essentiellement sur L égale 0, mais je vais quand même dire quelques mots sur les L plus grands que 0. Et puis, une fois qu'on aura compris comment elles peuvent se manifester, eh bien, on cherchera à aller un cran plus loin et voir si on sait les induire, ces résonances. Et plus généralement, si on sait accorder à volonté la valeur de la longueur de diffusion. Et ça, eh bien, c'est tout le domaine des résonances de Fano-Feshbach qu'on va étudier à la fois aujourd'hui et la semaine prochaine. Aujourd'hui, en fin de cours, je vais essayer d'établir un modèle simple qu'on approfondira la semaine prochaine. Voilà, donc le programme pour la séance d'aujourd'hui. Et je voudrais commencer par une partie qui va être assez longue, mais qui va essayer de vous faire un panorama, donc très qualitatif, hein, là il y aura peu d'équations, un panorama des résonances de diffusion pour vous montrer comment est-ce qu'on peut les classer, ces résonances de diffusion. Alors la toute première résonance de diffusion à laquelle on peut songer, c'est une résonance à une énergie nulle. Donc résonance à énergie nulle, c'est simplement utiliser ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc vous prenez une collision monocanale, hein, pour la résonance de Feshbach, on verra qu'il faut mettre deux canaux en jeu, mais pour l'instant, on reste dans une résonance monocanale, comme tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, et on suppose que le potentiel que nous a fourni la nature est tel qu'il y a, dans le puits de potentiel que j'ai représenté ici, un état qui est très, très, très faiblement lié. C'est-à-dire que son énergie de liaison est petite devant l'énergie naturelle qu'on sera en droit d'attendre, qui est l'énergie E van der Waals. Ou alors, si cet état très faiblement lié n'existe pas, eh bien, on peut dire qu'il est sur le point d'apparaître. C'est-à-dire qu'une très très faible modification, par exemple du coefficient C6, ou alors du potentiel de cœur mou que j'ai mis ici, une toute petite modification suffirait à le faire apparaître. Voilà. Donc, si on se met dans cette situation-là, eh bien, on sait que, d'après le théorème de Levinson, que la longueur de diffusion doit diverger, doit tendre vers moins l'infini ou plus l'infini, selon qu'on est dans le cas numéro 2 ou le cas numéro 1. Et dans ce cas-là, eh bien, la section efficace de collision, que je vous ai réécrite ici, celle qu'on a vue il y a un instant, hein, sigma de k égale 4 pi A2 sur 1 plus K2 A2, eh bien, si la longueur de diffusion petit a tend vers l'infini, eh bien, je l'élimine du numérateur et du dénominateur. J'ai donc une section efficace de diffusion qui se comporte comme 4 pi A2, ou 2 fois plus si j'ai affaire à des bosons polarisés, 4 pi sur K2, ou si j'ai affaire à des bosons polarisés, 8 pi sur K2. Et si votre gaz, le gaz que vous considérez, est à l'équilibre thermique, donc avec valeur moyenne de K2 de l'ordre de la température, qui est proportionnelle à la température, ou si vous préférez 1 sur K2 proportionnel à 1 sur la température, eh bien ça vous fait une section efficace qui se comporte comme 1 sur T. Et j'insiste bien, ça c'est la limite unitaire, hein, c'est la plus grande section efficace que la mécanique peut vous offrir pour des collisions dans l'onde S.
cette sélection efficace écrite ici. Alors il se trouve que ce cas-là est réalisé dans la nature pour quelques espèces atomiques, et en particulier une espèce qu'on a regardée pas mal au laboratoire il y a une vingtaine d'années, même un peu plus maintenant. Ça avait fait l'objet de la thèse de Maxime Dahan, et puis Marcus Arndt était à l'époque postdoc dans notre groupe. Donc sur le césium, on peut réaliser, enfin, c'est pas qu'on peut réaliser, c'est la nature réalise pour nous cette résonance à énergie nulle. Et pour comprendre ça, à l'époque, ce qu'on avait fait, nous, c'est qu'on avait utilisé une méthode de mesure de la section efficace de collision qui se rapproche de quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de décrire dans ce cours. On était parti d'un gaz. Alors le gaz était non dégénéré, donc on peut lui appliquer une statistique de Maxwell-Boltzmann. On avait pris un gaz qui était non dégénéré, qu'on avait mis dans un piège harmonique, et ce piège harmonique avait donc 3 fréquences sur les 3 axes propres, oméga x, oméga y, oméga z, et ces 3 fréquences étaient différentes les unes des autres. Et donc l'équipartition de l'énergie, appliquée, je vous l'ai dit, pour une statistique de Boltzmann, nous disait que l'énergie potentielle sur un axe donné, alpha égale x, y, z, donc 1,5 de m oméga alpha carré r alpha carré, devait être égal à 1,5 de kt. Et donc à l'instant t égale 0, on préparait un gaz qui avait un rapport d'anisotropie différent de celui qu'on attend compte tenu de l'équipartition, c'est-à-dire que la variance en x divisée par la variance en z n'était pas égale au rapport oméga x carré sur oméga z carré. Et ensuite, on regardait ce qui se passait dans le gaz. Et ce qui se passe, c'est que sous l'effet des collisions élastiques, le gaz retrouve un état d'équilibre thermodynamique, donc retrouve le bon rapport, en particulier pour cette valeur moyenne de x2 sur valeur moyenne de z2. Donc on mesurait le temps qu'il fallait au gaz pour relaxer vers son état d'équilibre thermodynamique, donc le temps tau r. Ce temps tau r est inversement proportionnel au taux de collision gamma-col au sein du gaz. Et ce taux de collision gamma-col fait intervenir la section efficace qu'on cherche à mesurer. Plus précisément, le taux de collision gamma-col, c'est le produit de la densité petit n, qu'on peut mesurer en prenant une photo du gaz, sigma, la section efficace qu'on cherche à mesurer, et puis V bar, la vitesse quadratique moyenne de nos particules, qu'on peut mesurer simplement en faisant une expansion balistique du gaz, par exemple, pour remonter à la distribution en vitesse. Donc, si vous connaissez gamma-col parce que vous avez mesuré tau r, vous connaissez n et vous connaissez V bar, donc vous en déduisez la section efficace sigma, étant 1 sur n V bar tau r. Et le résultat qu'on avait trouvé était une belle illustration de ce régime unitaire dont je parlais à la diapositive précédente, c'est-à-dire une section efficace sigma de t proportionnelle à 1 sur la température. Ici, vous avez donc ce produit 1 sur n V bar tau r, ici, qui est donc directement la section efficace. Ici, vous avez la température du gaz, enfin l'énergie par particule, qui varie donc entre 50 microkelvin ici et puis 5 microkelvin là. Et la courbe noire, ici, c'était le résultat d'une simulation de dynamique moléculaire en supposant qu'on était à l'unitarité. Et vous voyez que là, il n'y a aucune signature de déviation par rapport à l'unitarité, c'est-à-dire que le gaz semblait réaliser cette longueur de diffusion infinie. Alors, ensuite, plusieurs années après, donc, il y a eu des mesures ont été affinées, et en fait, on a compris que la longueur de diffusion n'était pas rigoureusement infinie, ça aurait été vraiment étonnant que la nature réalise exactement à égal infini. Mais la longueur de diffusion petit a était 25 fois la longueur de diffusion à barre, la longueur de diffusion la plus probable. Ou si vous préférez, la section efficace était 625 fois, puisque c'est le carré, plus grande que la section efficace qu'on était en droit d'attendre. Donc cette courbe-là ne va pas diverger complètement jusqu'à l'infini, mais aurait saturé, si on avait pu la mesurer, à des valeurs extrêmement hautes et des températures extrêmement basses. Alors au début, on était très content. En 1997, quand on a trouvé ça, on était très content parce qu'on s'est dit grande section efficace de collision, ça nous dit que le refroidissement par évaporation, qui est fondé sur la possibilité que le gaz revienne à l'équilibre thermodynamique quand on a éliminé les particules les plus énergétiques, eh bien, on s'est dit le refroidissement par évaporation va marcher très bien. Malheureusement, il y a une contrepartie à cette résonance qui est qu'en même temps qu'on a beaucoup de collisions élastiques, celles qui thermalisent, on a également aussi beaucoup de collisions inélastiques. Et ça va revenir un peu comme un leitmotiv dans ce cours, c'est que la première signature d'une grande largeur de diffusion, c'est très souvent aussi un signal de perte. Et ça, finalement, ça se comprend assez bien. Je veux dire, on était très naïfs en 1997, mais on est rapidement, en 1998, devenu moins naïfs. Quand vous avez une très grande longueur de diffusion, ça veut dire que les atomes, quand ils vont collisionner, vont passer beaucoup de temps les uns au voisinage des autres. Et quand je dis au voisinage des autres, je veux dire à une distance de l'ordre
de la longueur de diffusion petit a. Et quand ils sont au voisinage l'un de l'autre, eh bien, plein de mauvaises choses peuvent se passer. Il peut y avoir des processus à 3 corps, c'est-à-dire que vous avez vos 2 atomes qui sont au voisinage l'un de l'autre à une distance petit a, et puis si un 3e corps arrive, eh bien, vous avez donc 3 corps dans un volume de l'ordre de a cube, et là, eh bien, 2 corps peuvent former une molécule, et puis le 3e se charge d'emporter l'énergie et l'impulsion libérée par la formation de cette molécule. En l'occurrence, dans notre expérience, nous n'avions pas besoin de collision à 3 corps, nos atomes étaient complètement polarisés, et pendant tout le temps qu'ils passaient au voisinage l'un de l'autre, eh bien, il pouvait y avoir un basculement de spin, et qui dit basculement de spin dit atomes qui n'étaient plus piégés dans notre piège magnétique et qui pouvaient donc s'échapper du piège. Donc nous, on avait des pertes à 2 corps à l'époque, et ça nous a empêché d'atteindre le régime de condensation. Alors le césium a quand même été condensé, hein, mais plus tard, en 2003, dans le groupe de Rudi Grimm à Innsbruck, et l'idée qui a été utilisée, c'était d'utiliser des résonances de Fano-Feshbach, celles qu'on verra plus tard, qui leur ont permis de s'écarter de la zone dangereuse de cette longueur de diffusion infinie. Voilà. Une deuxième chose que j'aimerais signaler, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est le fait qu'il peut y avoir des résonances de diffusion également dans les canaux d'ondes non nulles, d'ondes partielles non nulles, enfin moments cinétiques non nuls, L différent de 0. Et pour expliquer ça, je peux commencer par prendre une analogie avec une cavité Fabry-Perot. Une cavité Fabry-Perot, dans sa version la plus simple, c'est quelque chose qui est composé de 2 miroirs, qui sont représentés ici et puis là. Un des miroirs a un coefficient de réflectivité égal à 1, il est parfait. Et l'autre miroir est semi-transparent, avec un coefficient de réflexion très proche de 1, mais néanmoins pas égal à 1. Il a une légère transmittivité, t très petit devant 1, avec R plus t égal à 1. Alors, supposons que vous envoyez une onde là-dessus. Si vous ne faites pas attention, si cette longueur-là est prise quelconque, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'onde qui arrive ici va essentiellement se réfléchir sur ce miroir-là et repartir. Si vous mesurez ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a aucune lumière, ou quasiment aucune lumière, ou aucune onde à l'intérieur de la cavité. Mais si vous prenez soin de prendre la distance entre les miroirs égale à un multiple de lambda sur 2, où lambda est la longueur d'onde de la lumière, à ce moment-là, il peut y avoir une accumulation de lumière à l'intérieur ici. Vous avez au contraire un gros coefficient de surtension. Vous avez une intensité lumineuse ici qui est bien supérieure à l'intensité à l'extérieur de la cavité. Et donc là, si je prends une image corpusculaire en photon, le photon arrive ici, il peut rentrer, il fait plein d'allers-retours avant de finalement ressortir. Et cette possibilité donc de rentrer dans la cavité et de faire beaucoup d'allers-retours se traduit par un déphasage fort de l'onde qui est réfléchie par rapport à l'onde incidente quand je compare à ce qui se passerait s'il n'y avait pas l'accord à la résonance de la cavité. Eh bien, avec nos ondes partielles L différentes de 0, on est dans une situation très voisine de cette cavité Fabry-Perot. Si vous reprenez le potentiel que j'ai déjà eu l'occasion de vous donner, à savoir ce potentiel avec une partie attractive en moins C6 sur R6, et puis la barrière centrifuge qui varie comme plus 1 sur R carré, avec un coefficient LL plus 1 au numérateur, eh bien, vous avez donc, comme je l'ai souvent dit, la barrière centrifuge qui gagne à grande distance, 1 sur R2 est plus fort que 1 sur R6, et puis il y a une distance caractéristique à laquelle le 1 sur R6 devient prédominant et le potentiel devient attractif. Si vous prenez maintenant une onde qui arrive ici, et cette onde qui arrive ici, ça représente donc le mouvement de la particule relative, les 2 atomes qui se rapprochent l'un de l'autre, eh bien, la plupart du temps, la particule relative va faire demi-tour ici et puis repartir. C'est l'équivalent de la cavité Fabry-Perot qui n'est pas accordée. Mais si vous avez ici à l'intérieur un état quasi lié qui a juste la bonne énergie, la même énergie que l'énergie incidente de vos particules ici, eh bien, vous allez pouvoir avoir un passage par effet tunnel résonant à travers cette barrière, votre particule relative qui passe beaucoup de temps là, et puis qui finit par ressortir, mais avec un déphasage important, donc qui va se traduire par une grande sélection efficace pour cette énergie E étoile égale à l'énergie de l'étalier, ou voisine de l'étalier. Et donc quand vous tracez le sigma de E en fonction de l'énergie E, eh bien pour E de l'ordre de E étoile, vous passez par une résonance ici, qui correspond donc à une probabilité importante de la particule d'être là. Alors il y a eu pas mal de démonstrations expérimentales de ces résonances de forme, comme on les appelle, shape resonances en anglais. Ici, je donne un exemple récent obtenu dans le groupe de Zhang Weipan en Chine, publié en 2019. Donc, c'est un groupe qui étudie le potassium, potassium 41, donc on a affaire à des bosons, donc on collisionne dans des ondes partielles paires, donc là on s'intéresse à L égale 2, et
donc ici, vous reconnaissez le potentiel avec la barrière centrifuge ici, et puis le puits à courte distance. Dans ce groupe, ils ont un moyen, en ajustant un champ magnétique, d'ajuster la position de l'étalier qui est à l'intérieur de ce puits ici. Alors, ils ont un champ magnétique pour ajuster la position de l'étalier. Vous pourriez croire que ça va ressembler aux résonances de Feshbach que je vais vous décrire après. Alors, ils font bien attention dans cette publication ici de se démarquer d'une résonance de Feshbach. Ce qu'ils voient, si on leur fait confiance, ce n'est pas une résonance de Feshbach. Il y a certains critères qui ne sont pas remplis. C'est vraiment une résonance de forme au sens que j'ai expliqué à la diapositive précédente. Donc, ici, vous avez une première courbe qui est la variation du nombre d'atomes en fonction du temps. Donc, regarde des pertes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand l'énergie de la particule incidente est égale à l'énergie Casimir, E Casimir d'ordre de kT. Et puis, ici, vous avez une deuxième courbe où l'énergie de l'état Casimir a monté. Ici, maintenant, c'est 2,5 kT. Donc, vous attendez à avoir une résonance de forme ici, et puis ici, une résonance de forme très atténuée. Et donc, pour regarder si oui ou non il y a une résonance de forme, ce qu'ils ont regardé, c'est donc les pertes, et plus précisément les pertes à 3 corps, cette fois-ci, du type de ce que je décrivais tout à l'heure. Et ces pertes, donc, vous les voyez ici, ici, il y a le nombre d'atomes tracés en fonction du temps. Donc, l'aile qui est longue ici, ce sont des pertes à un corps, simplement liées au fait que le vide dans lequel le piège d'atomes froids est placé n'est pas parfait. Donc ça, ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les pertes qu'on obtient quand la densité est élevée, donc la manière dont cette courbe démarre, ici et puis là, et le coefficient à 3 corps qu'on extrait d'un ajustement de cette donnée expérimentale, ici. Vous avez un coefficient à 3 corps K3 qui vaut 3,8 10-25 cm puissance 6 seconde moins 1, et dans le cas résonant. Et ce coefficient de perte à 3 corps est diminué d'environ 20% quand vous passez dans le cas non résonant. Il passe de 3,8 à 3,1. Voilà. Donc, ce n'est pas spectaculaire, mais néanmoins, c'est un effet clair qui montre que quand vous n'avez pas cet effet tunnel résonant qui peut se produire, eh bien, le temps que passent les particules les unes au voisinage des autres est notablement réduit, et donc les taux de perte à 3 corps est également notablement réduit. Bien. Et bien maintenant, j'aimerais en venir au cœur de ce qui va nous occuper dans la suite, qui sont les résonances de Fano-Feshbach, ainsi nommées en l'honneur de M. Fano, qui a travaillé là-dessus dans le cadre de la physique atomique, et de Feshbach, qui, lui, s'est posé ce même problème, mais dans le cadre de la physique nucléaire. Et ce sont des résonances qui peuvent survenir quand plusieurs canaux de collision entrent en jeu simultanément. Donc on va quitter le champ simple du monocanal pour passer au cas à plusieurs canaux. Alors, Fano et Feshbach ne s'intéressaient pas au gaz froid à l'époque, c'était dans les années 60 qu'ils ont développé cette théorie. Et la transmission au gaz froid a été faite d'abord par Swaley dans le cadre des recherches sur l'hydrogène polarisé, et puis étendue vraiment au gaz d'atomes froids alcalins et puis autres par le groupe autour de Baudouin-Werrard au début des années 90. Donc là, je vous présente très qualitativement le principe des résonances Feshbach. On va revenir plus tard, aujourd'hui et puis la semaine prochaine, sur des modélisations plus quantitatives. Mais pour le dire vite, donc, ce sont des résonances à plusieurs canaux, et essentiellement, donc, 2 canaux suffisent pour expliquer la physique, au moins qualitativement. Vous avez un canal d'entrée qui est le canal ouvert, représenté en bleu ici. Donc vos particules arrivent avec une énergie très légèrement supérieure à l'asymptote de ce canal d'entrée ouvert. Et puis, vous avez un canal fermé. Donc, le canal fermé, lui, ici, il est représenté en rouge. Il a une énergie nettement supérieure à l'énergie des particules incidentes. Donc, à longue distance, à grande distance entre les deux atomes, la population de ce canal fermé est nulle, et on peut complètement l'ignorer. Mais ce canal fermé, il a des étaliers, et en particulier, il peut avoir un étalier, appelé φ0 ici, qui peut avoir une énergie très proche de l'asymptote du canal d'entrée ouvert. Et vos particules donc, qui arrivent ici peuvent non pas suivre ce canal bleu tout le temps, mais sauter, si vous voulez, vers le canal rouge, aller faire un petit tour du côté de l'étalier qui est ici, et puis finalement ressortir ce canal d'entrée. La raison pour laquelle les particules sautent du canal bleu au canal rouge est diverse. Ça peut être simplement lié au fait que les particules ne suivent pas adiabatiquement ce canal-là. Ça peut être lié au fait qu'on a mis à la main un couplage entre les deux canaux, on a mis une onde qui favorise le passage de là à là. Tous les coups sont permis, si je puis dire. Et vous reconnaîtrez ici aussi l'analogie avec la cavité Fabry-Perot que je donnais tout à l'heure. Là encore, c'est l'idée de faire en sorte que les particules passent pas mal de temps les unes au voisinage des autres
de manière résonante pour créer un déphasage entre l'onde incidente et l'onde sortante, pour comme ça favoriser une grande section efficace. Alors, l'ajustement que je souhaitais faire, bien là on peut le faire. Je disais ce serait bien de pouvoir ajuster la longueur de diffusion à volonté. L'ajustement on peut le faire si vous êtes capable de bouger la position de l'étalier rouge par rapport à l'énergie asymptotique du canal bleu ici. Et ça c'est possible par exemple avec un champ magnétique si les facteurs de Landé associés au canal fermé et au canal ouvert ne sont pas les mêmes. S'ils ne sont pas les mêmes, eh bien, si je varie mon champ magnétique, la position relative de l'asymptote du bleu et de l'asymptote du rouge vont varier, l'une par rapport aux autres, et donc comme ça vous pourrez ajuster la position du niveau rouge ici par rapport à l'asymptote du bleu. Et on utilise, c'est traditionnel, une paramétrisation pour exprimer la longueur de diffusion au voisinage de cette résonance, qui est la suivante. On écrit A sous la forme ABG, où BG, je le mets ici pour background, donc c'est une longueur de diffusion de fond, si vous voulez, je vais dire pourquoi dans un instant, fois quelque chose qui dépend du champ magnétique B appliqué, sous la forme 1 moins B1 sur B moins B0. Donc, si le champ magnétique B est très loin de la résonance, et la résonance, vous voyez tout de suite qu'elle se produit quand B égale B0. Si B est très loin de B0, plus précisément B moins B0 est grand devant B1, eh bien, je peux négliger cette chose-là, et la longueur de diffusion A est égale à ABG, à la longueur de diffusion de fond. C'est ce qui est présenté sur ce graphe-là. Donc, quand vous êtes loin de la résonance, vous trouvez A égale ABG, ici ou là. Et puis, quand B se rapproche de B0, et quand B moins B0 est de l'ordre de B1 ou plus petit, eh bien là, il y a une déviation significative. La correction à 1 liée à cette fraction devient significative. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez une divergence vers plus l'infini d'un côté et vers moins l'infini de l'autre. Tout dépend du signe de B1, ici. Là, sur le dessin que j'ai représenté ici, j'ai pris B1 positif. Alors B1 est souvent appelé largeur de la résonance. J'ai mis des guillemets ici, j'aurais pu en mettre 3 ou 4 des guillemets, parce qu'on va définir dans la semaine prochaine ce qu'est vraiment une largeur d'une résonance de Feshbach, et c'est plus compliqué que simplement la valeur de B1. Et pour le dire franchement, cette paramétrisation-là, elle est très commode sur le plan expérimental, mais elle cache beaucoup de choses et ce n'est pas forcément la meilleure. Donc, appelons B1 largeur pour l'instant, parce que c'est comme ça qu'on le trouve dans la littérature, mais on verra que quand on veut parler d'une résonance de Feshbach large, une résonance de Feshbach étroite, il ne suffit pas de savoir si B1 vaut 1 Tesla ou 1 millitesla ou 1 microtesla, c'est plus compliqué que ça. Voilà, donc je mets les guillemets ici pour juste vous allumer un petit drapeau qui se mettra plus, qui deviendra plus clair plus tard. Bien, alors un mot historique. La semaine prochaine, toujours, on verra des expériences récentes faites sur ces résonances de Feshbach, mais là, puisque je fais un panorama de la situation, je vous donne la première observation de cette résonance de Feshbach qui a été faite au MIT dans le groupe de Wolfgang-Ketterle. La même année, il y a eu des publications du groupe de Dan Heinzen, du groupe de Carl Wieman, dont Dan Heinzen c'est au Texas, Carl Wieman à Boulder, et puis dans le groupe de Steve Chu à Stanford. Donc toutes ces publications sont en moins de 12 mois. La manip du MIT, donc du groupe de Wolfgang-Ketterle, celle qui est représentée ici, enfin citée ici, est représentée là, portée sur un condensat de Bose-Einstein de sodium, placé dans un grand champ magnétique. Vous voyez le champ magnétique ici, il va aller près de 1000 Gauss, c'est-à-dire près de 0,1 Tesla. Et le premier signal que vous voyez, eh c'est un signal de perte d'atomes, toujours ce même critère. Quand vous avez une grande longueur de diffusion avec des bosons, vous le payez au prix fort, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de pertes inélastiques. Et là, vous voyez le nombre d'atomes qui restent dans le piège après un certain temps donné. Ce nombre d'atomes est assez grand de part et d'autre de la résonance. Mais au moment où votre champ magnétique approche une valeur qui est de l'ordre de 907 Gauss ici, vous avez une chute spectaculaire du nombre d'atomes. Bon, si ce n'était que ça, ce ne serait pas intéressant. Mais là, il voit aussi autre chose, qui est une modification de la longueur de diffusion. Alors, cette longueur de diffusion, elle est mesurée à partir de l'énergie d'interaction du gaz. Dans une théorie de champ moyen, l'énergie d'interaction est simplement proportionnelle à la longueur de diffusion et à la densité. Et cette énergie d'interaction, elle est elle-même mesurée par expansion balistique. C'est-à-dire que vous prenez votre gaz, vous mettez le champ magnétique à une certaine valeur, ici par exemple, et puis brusquement vous coupez le champ magnétique, le gaz va s'étaler en convertissant son énergie d'interaction en énergie cinétique,
et vous regardez donc comment est-ce que le gaz s'étale, et plus vous serez près ici, de la résonance ici, plus A sera grand, plus le gaz s'étalera vite. Et donc, moyennant un petit calcul, vous remontez comme ça la longueur de diffusion, et vous voyez ici une longueur de diffusion qui augmente beaucoup au voisinage de résonance. Et puis ici, ben, là, elle valait moins l'infini, mais là, on ne le voit pas, et puis là, elle est passée par 0 pour retendre vers sa valeur de fond quand le champ magnétique devient beaucoup plus grand. Voilà, donc ici, une belle observation d'une résonance de Feshbach. Bien, alors, puisqu'on va s'intéresser aux longueurs de diffusion grandes, il y a un point que j'aimerais éclaircir pour commencer, qui est, faut-il s'inquiéter quand on dit que la longueur de diffusion est infinie? Si on reprend une théorie de champ moyen, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, puisque d'après la loi que je vous citais à l'instant pour expliquer l'expérience du MIT, là, dans une théorie de champ moyen, l'énergie par particule, l'énergie d'interaction par particule, elle est proportionnelle à la longueur de diffusion petit a et puis à la densité n bar du gaz. Ça, c'est l'énergie que chaque particule a. Et la particule est dans un bain de densité moyen n bar, et donc la particule a une énergie d'interaction qui est ça. Évidemment, si vous prenez cette énergie de champ moyen et que vous prenez A égale l'infini, vous dites « Ouh là là, j'ai une énergie infinie, qu'est-ce qui se passe ?» Ça ne peut pas être vrai. Alors, il y a deux choses qui peuvent être fausses. Ou bien c'est le fait que A ne vaut pas l'infini, ou alors c'est le fait que l'énergie de champ moyen n'est pas valable. Et la vraie réponse, c'est la deuxième, c'est que l'énergie de champ moyen n'est pas valable quand A devient infini, mais en revanche, il y a, pour le problème à deux corps, aucune singularité, enfin, aucun problème à avoir A égale plus ou moins l'infini. Et pour expliquer ça de manière un petit peu plus claire, j'aimerais développer dans le paragraphe qui va venir un modèle qui avait été développé par Busch, Englert et collaborateurs il y a une vingtaine d'années, qui est un modèle extrêmement enrichissant. C'est un modèle simple, c'est un modèle de deux particules qu'on va mettre dans un puits de potentiel harmonique, isotrope, de pulsation oméga. Et on va se poser la question de trouver les énergies propres de systèmes à deux particules. Donc, problème simple, ces deux particules interagissent. Comment est-ce qu'elles interagissent? On va leur donner le moyen d'atteindre le régime à infini, puisque c'est lui qui nous intéresse. Et donc, pour ça, on va prendre une énergie d'interaction du type pseudo-potentiel, qu'on avait vu ensemble il y a deux cours, je crois. Alors, je vous rappelle ce que c'est le pseudo-potentiel. Le pseudo-potentiel, c'est donc une manière de décrire l'interaction entre deux particules. Donc ici, petit r, c'est la variable relative R1 moins RB. Et je pose que le pseudo-potentiel agissant sur psi de R, ça me donne quelque chose qui est proportionnel à la distribution de Dirac, delta de R, avec un poids petit g qui caractérise la force de l'interaction entre les particules, et puis un terme qui permet de prendre la limite de la fonction psi de R en 0. Alors, plus précisément, je vous rappelle que les fonctions psi de R peuvent diverger comme 1 sur R, donc je ne peux pas prendre simplement la valeur de la fonction en 0, sinon j'aurai là encore une singularité. Donc ce qu'il faut prendre, c'est un d sur dr de R psi de R. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est que si psi est régulière en 0, tout se passe bien, cette chose-là vous donne simplement psi de 0. En revanche, si psi de R se comporte comme 1 sur R, à ce moment-là, vous prenez 1 sur R multiplié par R, ça vous donne une constante. Et la dérivée d'une constante, ça donne 0. Donc la singularité en 1 sur R est effacée par cette limite qu'on prend ici. Voilà, donc c'est une manière de décrire l'interaction entre particules, une interaction locale entre particules. Et je vous rappelle ce qu'on avait établi ensemble la dernière fois, enfin pas la dernière fois, mais il y a deux cours, c'est qu'à cette force du couplage petit g ici est associée une longueur de diffusion petit a qui est proportionnelle à petit g, avec un coefficient de proportionnalité qui fait intervenir la masse, et puis h bar. Je vous rappelle également qu'on avait un deuxième point de vue sur le même problème physique, qui était le point de vue de Bethe-Pyers, qui était de se dire finalement, plutôt que de décrire explicitement le pseudo-potentiel, eh bien, on peut oublier le point R égale 0 et imposer une condition limite pour la fonction de la variable relative psi de R, et dire que cette fonction psi de R doit diverger comme 1 sur R au voisinage de 0. Son terme constant au voisinage de 0 doit être moins 1 sur A, donc vous mettez un lien fort entre le terme en 1 sur R et le terme en R puissance 0, et puis ensuite les autres termes, en R puissance 1, R puissance 2, ils sont ce qu'ils seront selon le problème auquel on s'intéressera. Voilà, donc les deux points de vue sont équivalents, et vous allez voir qu'on va pouvoir jongler avec l'un ou l'autre dans ce qui va suivre. Et donc la question à laquelle j'aimerais répondre, pour voir si effectivement il y a un problème avec A égale plus ou moins l'infini dans ce type de question,
eh bien, c'est comment se comportent les niveaux d'énergie de mon système à deux particules plongés dans ce puits harmonique en fonction de petit a. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe quand a vaut plus ou moins l'infini? Et vous allez voir que non, pas du tout. Alors la première chose à faire, c'est de séparer, comme on l'a fait dans le cas uniforme, de séparer le centre de masse et la variable relative. Et ça, bien, c'est là que c'est intéressant d'avoir pris un piège harmonique. Ça se passe aussi bien que dans le cas uniforme. Ce découplage entre les deux variables reste valable. Alors c'est très simple à voir, ça. Je vous écris ici l'hamiltonien total. Donc vous avez l'hamiltonien de la particule A, avec son énergie cinétique et son énergie potentielle de piégeage, l'hamiltonien de la particule B, et puis l'interaction en V pseudopotentiel de Ra moins Rb. La variable du centre de masse, c'est donc 1,5 de Ra plus Rb, la variable relative, c'est Ra moins Rb, et le point important, enfin la nouveauté par rapport au cas uniforme, c'est que vous avez ici cette énergie potentielle pour Ra et pour Rb. Mais cette énergie potentielle peut se réécrire, c'est très simple à vérifier, hein, le Ra carré plus Rb carré peut s'écrire 1,5 de grand M oméga carré grand R2, où grand M c'est simplement la masse totale 2 fois petit m, plus 1,5 de mr, la masse réduite, m sur 2, oméga 2, petit r2. Et donc, la séparation centre de masse relative reste valable, puisque le mouvement du centre de masse, ce sera quoi? Eh bien, ce sera l'énergie cinétique du centre de masse, que j'obtiens en sommant PA carré plus PB carré, plus cette énergie potentielle-là, 1,5 de oméga 2 R2. Donc, pour le centre de masse, je retombe sur un oscillateur harmonique que je sais résoudre. Je sais que les niveaux d'énergie seront les n plus 3,5 de h bar oméga, et je n'ai pas à m'en soucier davantage. C'est tout traité. Et ce qui me reste de nouveau, c'est le mouvement relatif avec l'énergie cinétique du mouvement relatif, son énergie potentielle qui est écrite ici, plus le pseudo-potentiel qui va m'intéresser maintenant. Voilà. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir pris un piège harmonique. Si j'avais pris un piège quartique, ça n'aurait pas marché, par exemple. Je n'aurais pas pu séparer centre de masse et variable relative parce que Ra4 plus Rb4, ça ne se serait pas écrit comme une somme de grand R puissance 4 pour le centre de masse et puis petit r puissance 4 pour la variable relative. Ça aurait été faux, ça. Excusez-moi. Bien, alors, attaquons le problème. Et pour attaquer le problème, ce n'est pas inintéressant de se poser d'abord la question de ce qui se passe à une dimension, avant de passer à 3 dimensions. Alors, à une dimension, le vrai potentiel de contact, le delta de x, lui, ne pose aucun problème. C'est un exercice traditionnel des débuts de cours de mécanique quantique. On peut très bien mettre une distribution de Dirac comme potentiel à une dimension. Et en règle générale, on l'utilise d'ailleurs pour modéliser un puits carré. Si vous prenez un puits carré dans la limite d'une profondeur de puits qui tend vers l'infini, une largeur de puits qui tend vers 0, en gardant constant le produit V0, enfin largeur fois profondeur, V0b égale constante, eh bien cette constante petit g que vous gardez constante, c'est précisément le poids que vous mettez devant delta de x. Alors plus précisément, vous pouvez modéliser un vrai puits, c'est-à-dire quelque chose d'attractif entre les deux particules, c'est ce que je vais représenter ici en prenant un g négatif, ou alors vous pouvez modéliser au contraire une répulsion entre les deux particules en prenant une barrière ici de hauteur V0 et de largeur petit b. Donc la question, c'est, dans le cas 1D, c'est de résoudre l'équation de Schrödinger qui correspond au potentiel. Donc le potentiel harmonique pour ma variable relative qu'on a vu apparaître à la diapositive précédente, plus ce g delta de x. Alors une remarque qu'on peut faire tout de suite, c'est que ce potentiel ici est un potentiel pair. Il est inchangé si je change x en moins x. Donc je peux chercher les fonctions propres sous forme de fonctions paires ou de fonctions impaires. Les fonctions impaires vérifient, par définition d'une fonction impaire, psi de 0 égale 0. Donc elles ne vont pas être sensibles à ce potentiel en delta de x, puisque le potentiel en delta de x, quand je le fais agir sur une fonction psi de x, ça me donne psi de 0. Donc puisque ces fonctions sont nulles en 0, les fonctions impaires ne vont pas être sensibles en g delta de x, et donc elles vont être les mêmes que pour un potentiel harmonique pur. C'est-à-dire que pour les fonctions impaires, je sais que je vais retrouver les mêmes niveaux d'énergie que ceux que j'aurais si j'oubliais le g delta de x. Donc ça, je les tracerai à la diapositive suivante, mais en tout cas, ça ne va pas me poser de problème. Là où il y a des choses nouvelles liées au potentiel de contact, c'est pour les fonctions paires, celles qui vérifient psi de moins x égale psi de x, et c'est à elles qu'on va s'intéresser maintenant. Donc, pour ce cas unidimensionnel, donc je vous ai tracé le potentiel harmonique ici. Je vous ai tracé les niveaux d'énergie que j'ai en l'absence de pseudo-potentiel, en bleu ou en rouge. Alors, les niveaux bleus pointillés sont les fonctions d'onde paires, les rouges continus sont les fonctions d'impaires,
Les fonctions rouges, je les ai mises impaires, je les ai mises en très plein parce que je sais qu'elles ne sont pas modifiées. Donc voilà, elles étaient là en l'absence de pseudo-potentiel et restent là en présence de pseudo-potentiel ou de potentiel de contact. En revanche, les bleus vont bouger. Et donc pour trouver les fonctions paires solutions, je dois résoudre l'équation de Schrödinger avec ce potentiel de contact. Alors là, l'équation de Schrödinger, je l'ai réécrite en variable adimensionnée. Donc j'ai exprimé toutes mes positions en unités de AOH. AOH, je vous rappelle, c'est la longueur caractéristique associée à l'état fondamental de cette harmonique, racine de h bar sur m oméga. J'ai exprimé mes énergies en unité de h bar oméga. Donc du coup, l'énergie cinétique, c'est simplement moins 1,5 de la dérivée seconde de psi. Et puis tous les coefficients h bar, m ont disparu de l'équation. Et le coefficient grand G ici, c'est simplement mon coefficient petit g de tout à l'heure, lui aussi exprimé en unité réduite. Alors, comment est-ce que je les cherche, ces fonctions paires? Comment est-ce que je traite le potentiel de contact qui est là? Bien, comme je l'ai dit, ça c'est un exercice habituel des débuts des cours de physique quantique. Je vous rappelle qu'une fonction d'onde psi de x est toujours continue en physique quantique, mais qu'en présence d'une distribution de Dirac, la dérivée au point où il y a la distribution peut être discontinue. Et pour trouver cette discontinuité, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre cette équation sur un petit intervalle centré là où il y a la distribution de Dirac. Donc en l'occurrence, on intègre autour de 0, entre 0- et 0+. L'intégrale de psi seconde me donne psi prime de 0+ moins psi prime de 0-. L'intégrale de x de psi de x donne 0, puisque psi est continu. Et l'intégrale de g delta de x psi de x me donne g fois la valeur de la fonction en 0, g psi de 0. Et comme je sais que ma fonction est paire, sa dérivée première est impaire, donc je sais que psi prime de 0-, c'est moins psi prime de 0+. Donc finalement, j'aboutis à une condition qui me relie la dérivée de psi, la dérivée première de psi en 0, à la valeur de la fonction elle-même, avec donc un fonction de proportionnalité grand G. Donc pour trouver mes fonctions paires, voilà ce que je dois faire. Je dois résoudre sur la demi-droite ouverte 0 plus l'infini, l'équation de Schrödinger sans le delta de x, puisque j'ai exclu 0 maintenant, et je dois utiliser la condition limite qui est écrite ici en 0. Et faisant ça, eh bien, j'ai résolu mon problème, puisque j'ai déjà les fonctions impaires qui sont écrites ici, et si je fais ça pour mes fonctions paires, j'aurai résolu complètement mon problème. Alors à chaque fois qu'on a une équation différentielle comme ça, la chose à faire, c'est de voir s'il n'y a pas un de nos amis mathématiciens qui s'est chargé de la résoudre pour nous. En général, c'est un mathématicien du XIXe siècle. Et bien là, ça confirme cette loi. Monsieur Kummer a résolu ce problème, donc cette équation différentielle avec cette condition limite. Et donc on prend tout ce qu'il nous a légué comme résultat mathématique, et on trouve comme ça donc les énergies des fonctions paires. Alors, les voilà qui sont tracées. Donc ce que j'ai tracé ici, c'est donc les énergies, toujours en unité de h bar oméga, en fonction de ce coefficient grand G, qui peut être donc négatif, nul ici, quand il est nul, c'est le cas sans interaction, et puis positif là. Donc négatif, je vous rappelle, ça correspond à une attraction entre les particules, et positif, ça correspond à une répulsion entre les particules. Et puis donc ici, les particules n'interagissent pas. Alors la première chose que vous voyez, c'est quoi? Enfin, la première chose, la chose à l'ordre 0, c'est que les traits rouges qui sont ici, qui sont donc les états impairs, eux, ils ne bougent pas en fonction de G, mais ça, c'est ce que j'avais déjà annoncé. Les états impairs ne voient pas la distribution de Dirac. Bon, la première chose que vous voyez qui est intéressante, qui est nouvelle, c'est le trait bleu ici, qui est le plus bas, c'est l'état fondamental. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est que l'état fondamental, ici, il est abaissé quand G est négatif, et puis il monte quand G est positif. Si vous voulez regarder ça de plus près, si vous revenir en arrière, voilà. Si vous regardez de plus près au voisinage de G égale 0, ce que vous voyez, donc, c'est que vous retrouvez ici, en G égale 0, les états non perturbés, c'est normal. Hein. Ici, vous avez le 1,5 de h bar oméga, le 3,5, c'est l'état impair non perturbé. Ici, vous avez une fonction paire, mais non perturbée, parce que j'ai pris G égale 0, donc 5,5, etc. Donc, ici, c'est la partie attractive, donc l'état fondamental plonge parce que mes particules s'attirent de plus en plus quand petit g devient de plus en plus négatif. Et puis, dans cette partie-ci, au contraire, eh bien, j'ai un état fondamental qui augmente, qui est au-dessus de ce que j'aurais en l'absence d'interaction. C'est normal, mes particules se repoussent, donc l'état fondamental est monté vers le haut. Incidemment, ce que vous trouvez ici, c'est que quand G tend vers l'infini, ici, la position de l'état fondamental, qui est un état pair, se rapproche de l'état impair, du premier état impair excité,
Ça se comprend assez bien. Si je vous trace les fonctions d'onde, donc la fonction d'onde ici qui correspond au premier état excité, comme vous le savez sûrement, c'est la première fonction de Hermite, c'est un x fois une gaussienne, donc c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et puis, si vous regardez l'état fondamental qui correspond à ça quand vous avez une très forte répulsion entre les particules, eh bien voilà, c'est quelque chose qui vous impose une dérivée importante en zéro avec une fonction qui est pratiquement nulle. Donc c'est quelque chose, si je le trace, qui va ressembler à ça. La même gaussienne qui doit s'annuler ici, ou presque, puis qui repart comme ça. Et ces deux fonctions, donc la fonction bleue, c'est simplement la valeur absolue de la fonction rouge, à la limite où g tend vers l'infini, et donc elles ont la même énergie quand vous vous limitez à la demi-droite, 0 plus l'infini. Voilà, donc ce n'est pas étonnant que vous ayez cette convergence entre l'état rouge non affecté par l'addition de Dirac et puis l'état bleu fortement affecté, au point que la densité de probabilité doit quasiment s'annuler en zéro. Bien. Donc maintenant qu'on a compris comment ça se passe à 1D, on va passer au cas 3D. Et vous allez voir que les maths sont exactement les mêmes, mais la physique est radicalement différente. Alors le cas 3D, quand vous êtes dans un potentiel harmonique isotrope, et si vous n'avez pas d'interaction, ça c'est très simple à traiter. Les énergies sont simplement, vous pouvez décomposer votre mouvement sur les trois axes x, y, z. Donc les énergies, ce seront simplement la somme des nx plus 1,5, ny plus 1,5, nz plus 1,5 fois h bar oméga. Donc vos énergies seront les nx plus ny plus nz plus 3,5 de h bar oméga. Donc petit n ici, c'est nx plus ny plus nz. Et donc l'état fondamental, c'est l'état à 3,5 de h bar oméga, qui est non dégénéré, puisqu'il faut prendre nx égale 0, ny égale 0, nz égale 0. Le premier état excité est h bar oméga au-dessus, 5,5 de h bar oméga. Lui va être dégénéré 3 fois. Sous espace propre, eh bien, je l'obtiens en prenant comme base, par exemple, nx égale 1, et puis ny égale 0, 0, superposé à 0, 1, 0, superposé à 0, 0, 1. Donc, j'ai un sous-espace propre de dimension 3, dégénéré 3 fois. N égale 2 ici, 7,5 est dégénéré 6 fois, puisque là, vous pouvez prendre, pour faire n égale 2, vous pouvez prendre 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ça vous fait 3 états. Mais vous pouvez aussi prendre 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Ça vous fait 3 autres états. Donc vous avez 6 états indépendants pour générer cet état à 7,5 de h bar oméga, etc. Bien, donc ça c'est en absence de pseudo-potentiel. Que vient faire le pseudo-potentiel là-dessus ? Eh bien, je vous rappelle que le pseudo-potentiel n'affecte que les états de moment cinétique nul. Il ne touche pas aux états de moment cinétique non nul. Donc on peut se poser la question, quel est le moment cinétique, ou quels sont les moments cinétiques possibles de ces différents niveaux d'énergie ? L'état fondamental, il est de moment cinétique nul, c'est facile à voir, hein, c'est le produit des trois gaussiennes en x, y, z, donc il est isotrope, donc lui il va sûrement être affecté. Le premier état excité, il est de moment cinétique 1, c'est facile à vérifier, et les dégénérescences 3, c'est simplement les trois valeurs possibles de la projection du moment cinétique selon un axe, moins 1, 0, plus 1. Le deuxième état excité, celui-ci, on peut le voir comme une somme directe de L égale 0, moment cinétique nul, et de L égale 2. L égale 2 correspond à 5 valeurs possibles de la projection du moment cinétique, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, projection sur un axe de quantification, plus donc un sixième état qui est l'état L égale 0, etc. Donc en fait, il y a un niveau sur deux qui va contenir du L égale 0, et puis les autres qui ne vont pas les contenir. Donc les états L non nuls, comme celui-là par exemple, ne va pas être modifié par le pseudo-potentiel. C'est exactement comme le cas des fonctions impaires à une dimension. Les états cinétiques non nuls ne sont pas affectés. Et donc, on peut se concentrer sur l'état L égale 0 ici, celui-là, etc. De la même façon qu'on s'est concentré sur les fonctions paires dans le cas 1D. Alors, comment est-ce qu'on résout l'équation radiale pour les états de moment cinétique nul ? Bien, j'ai introduit la fonction radiale réduite, ici, petit r fois la fonction radiale grand R. Cette fonction radiale réduite, on l'a déjà rencontrée plusieurs fois, donc elle va être solution d'une équation de Schrödinger, moins 1,5 de U seconde plus R2 U de R égale E fois U de R, toujours en ayant pris les bonnes unités réduites, donc les H bar et les M ont disparu. Et je vous rappelle donc la manière de traiter le pseudo-potentiel, enfin une des deux manières, qui est de prendre la condition limite de Bethe-Peierls, qui est donc dire que psi de R est de la forme 1 sur R moins 1 sur A plus O de R, ce qui veut dire pour ma fonction radiale réduite, en multipliant par R, plus précisément par A fois R,
que U de R doit se comporter comme A moins R plus un grand taux de R2. Ou une manière encore équivalente de le dire, c'est dire qu'il doit y avoir un lien entre la dérivée première de U de R en 0, qui est le coefficient moins 1 qui apparaît ici, et puis la valeur de la fonction elle-même en 0, qui est le coefficient petit a ici. Donc le rapport entre les deux, c'est moins 1 sur A. Bien. Quand vous regardez cette équation-ci et puis cette condition limite-là, vous voyez que sur le plan mathématique, on a exactement le même problème que ce qu'on avait à une dimension. L'équation qu'on a pour notre variable réduite ici est la même équation que l'équation que j'avais sur ma demi-droite 0 plus l'infini pour la fonction psi de x à 1d. Et la condition aux limites ici, qui me relie donc, qui m'établit une relation de proportionnalité entre dérivée première et valeur de la fonction, c'est exactement la même que celle que j'avais ici. Donc, je vais retourner voir les œuvres complètes de M. Kummer, mais néanmoins, je sais que le résultat mathématique sera le même. C'est-à-dire que je pourrais, en faisant la substitution grand G égale moins 1 sur A que j'avais par rapport au résultat que j'avais tout à l'heure, je vais retrouver exactement les mêmes niveaux d'énergie. D'accord ? Donc, j'insiste bien sur la substitution. Grand G égale moins 1 sur A. Donc, il y a un signe moins. Ça, c'est simple. Ça va inverser l'axe des X. Mais c'est aussi le A passe au dénominateur. Là, hein, attention, ce n'est pas anodin. Voilà. Donc faisons cette substitution. Et voilà ce qu'on trouve. Donc j'ai remplacé G par moins 1 sur A. Donc j'ai inversé l'axe des X. Hein, alors que cette chose-là plongeait tout à l'heure vers la gauche, eh bien maintenant ça plonge vers la droite. Et surtout, j'ai moins 1 sur A ici. Et les énergies, en l'absence de perturbation, qui, dans le cas 1D, était 1,5 de h bar oméga, 3,5, 5,5. Maintenant, comme je suis à 3D, l'énergie du fondamental en l'absence d'interaction, c'est 3,5 de h bar oméga, c'est ce trait pointillé ici. Et puis ici, vous avez l'état excité de L égale 0, 7,5, puis le deuxième état excité de L égale 0, 11,5. Voilà, donc ça, c'est les pointillés qui vous disent ce qui se passe en l'absence d'interaction. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on voit que l'état fondamental représenté en bleu, il est, cette fois-ci, toujours, quel que soit le signe de 1 sur A, il est toujours plus bas que l'énergie de l'état en l'absence d'interaction. Donc, la première morale de cette histoire, il va y en avoir toute une série de morales, hein, mais la première morale de cette histoire, c'est que le pseudo-potentiel est toujours attractif, puisqu'il abaisse toujours l'énergie de l'état fondamental. Alors, deuxième chose qu'on peut regarder, c'est comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire sur le pseudo-potentiel pour retrouver le cas sans interaction. Eh bien là, on voit la réponse tout de suite. Pour retrouver le cas sans interaction, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne cette limite A tendant vers moins l'infini, pardon, 1 sur A tendant vers moins l'infini, donc A tendant vers 0 moins. Si A tend vers 0 moins, eh bien là, à ce moment-là, je vais retrouver mon pointillé ici. Voilà, c'est 0 moins, hein, et pas 0 plus, 0 moins. Autre chose, et en fait, c'est cette question qui a motivé ce grand détour par ce modèle de Bush, Englert et coworkers et collaborateurs, c'est ce qui se passe au voisinage de A égale l'infini, ici. Est-ce que j'ai une singularité? Absolument pas. Vous voyez, mon état fondamental, ou mon premier état excité, n'a aucune singularité quand 1 sur A passe de 0 moins à 0 plus, c'est-à-dire quand A passe de moins l'infini à plus l'infini. J'avais une singularité en théorie de champ moyen, mais quand je fais une résolution exacte de mon problème, j'ai absolument rien qui se passe d'anormal. Hein. La courbe est parfaitement continue, ses dérivées sont continues, tout se passe bien. Hein. Il n'y a aucune singularité. Et puis maintenant, on va aller regarder ce qui se passe de ce côté-ci, donc du côté 1 sur A qui devient très grand, donc A qui tend vers 0 plus. Donc qu'est-ce que je peux dire à ce moment-là? Eh bien, quand A tend vers 0 plus, je vois que j'ai une énergie qui plonge vers moins l'infini. Et là, ce que je fais simplement, c'est que je retrouve l'énergie de l'état lié qu'on avait trouvé pour le pseudo-potentiel dans le cas où mes deux particules bougeaient dans l'espace libre. Alors, je l'ai remise ici, d'ailleurs, cette énergie en pointillé rouge. Et ce qu'on voit, c'est qu'en très bonne approximation, ici, on retrouve cet état lié. Alors, c'est une approximation seulement, parce qu'il y a aussi le potentiel harmonique qui joue un petit rôle dans la position du niveau d'énergie. Mais quand l'énergie de l'état lié est très grande en valeur absolue devant h bar oméga, eh bien, en très bonne approximation, l'énergie de l'état lié est la même que je sois dans un piège harmonique ou que je sois dans l'espace libre. Donc, à la limite A plus l'infini, 1 sur A plus l'infini, donc A tend vers 0 plus, on retrouve cet état lié.
Et puis, une dernière chose que je voudrais signaler, parce qu'on le voit souvent dans la littérature, c'est ce qui se passe donc, si on veut quand même retrouver un gaz. Comment faire si on veut retrouver un gaz qui en interaction légèrement répulsive, donc une énergie qui est légèrement supérieure à l'énergie du fondamental? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est aller regarder cette première branche excitée. Si je regarde la branche excitée qui est ici, là, j'ai une énergie qui est très légèrement supérieure au 3,5 de h bar oméga, c'est-à-dire l'énergie du fondamental en l'absence d'interaction. Et très souvent, on parle de cette branche comme étant donc une branche répulsive. C'est effectivement le moyen de retrouver, dans ce modèle exact de particules, ce que vous avez pour un condensat de Bose-Einstein à longueur de diffusion positive avec une énergie de champ moyen proportionnelle à n fois la longueur de diffusion. Eh bien, c'est cette branche-là en fait, qu'il faut considérer si on veut se raccorder à cette théorie de champ moyen. Mais attention, ce qu'on voit bien clairement ici, c'est que dans le cadre de pseudo-potentiel, cette branche est une branche excitée, ce n'est pas l'état fondamental du système, et si vous avez un troisième corps ou n'importe quoi qui peut emporter de l'énergie, eh bien, cet état-ci peut relaxer vers l'état fondamental, donc en formant un dimère fortement lié, et puis le troisième corps qui emporte l'énergie relâchée. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette possible singularité en A égale plus ou moins l'infini. Eh bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, au moins dans le cadre du problème à deux corps. Voilà. Donc ça termine les deux premières parties qui, je vous rassure, étaient prévues pour être beaucoup plus longues que les deux suivantes, qui vont donc maintenant être modéliser de manière plus quantitative les résonances de Fano-Feshbach, maintenant qu'on sait un petit peu sur quel terrain on va pouvoir jouer. Et je voudrais encore faire un préliminaire avant d'attaquer la résonance de Fano-Feshbach. Ce préliminaire, c'est la notion de potentiel séparable, qui est une notion qui est très peu enseignée dans les cours de mécanique quantique et qui, malgré tout, je trouve, est très intéressante. C'est une notion qui a été développée par M. Yamaguchi en 1954. Yamaguchi est un grand physicien nucléaire qui a joué un rôle important au tout début du CERN. Et donc, comme vous allez le voir, c'est un exemple de problème exactement soluble en physique quantique. Et comme il n'y en a pas tant que ça, eh bien, ça mérite d'être popularisé, je trouve. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un potentiel séparable dans le sens de Yamaguchi? Donc, pour ça, je vais faire le discriminer par rapport à un potentiel local. Donc, en règle générale, on étudie donc des problèmes à une particule, ou pour la particule relative pour le problème à deux corps, qui sont du type énergie cinétique, Hamiltonien égale l'énergie cinétique, plus le potentiel d'interaction, V de R. Un potentiel local, ce qui est le cas usuel de la physique quantique, c'est de dire que vous avez un potentiel V ici, qui, quand vous prenez ces éléments de matrice entre un bras R, un bras position R et puis un quête position R', vous donne quelque chose qui est proportionnel à la distribution de Dirac delta de R moins R', fois V de R, qui est donc la valeur du potentiel au point R. En d'autres termes, ça veut dire que quand vous faites agir V sur psi et que vous regardez le résultat en point de vue position, donc vous multipliez par le bras R à gauche, eh bien vous mettez une relation de fermeture intégrale de quête bras R' ici entre V et psi, et avec la distribution de Dirac delta de R moins R', ça vous donne V de R psi de R. C'est ce qu'on fait tous quand on écrit donc une équation de Schrödinger. Un potentiel séparable, au sens de Yamaguchi, eh bien, ça consiste à faire la chose suivante. Vous vous donnez une fonction phi0 de R, que je vais supposer ici réelle, ce n'est pas indispensable, mais ça va simplifier les notations, je n'aurai pas à mettre des petites étoiles pour les complexes conjugués, que vous supposez normalisée, c'est-à-dire que l'intégrale sur tout l'espace de phi0 carré est égale à 1. Et le potentiel V que vous allez mettre ici, ça va simplement être proportionnel au projecteur sur l'état phi0. Ça va être le quête bras phi0, phi0, avec une amplitude pour ce potentiel que je vais noter V0. Donc il y a deux ingrédients dans le potentiel de Yamaguchi. Il y a la fonction phi0 d'une part, et puis il y a la force de ce potentiel V0 d'autre part. Donc quand je prends ce potentiel V en point de vue position, en sandwich entre R et R', donc ça va valoir donc l'amplitude V0 fois phi0 de R, phi0 de R'. Encore une fois, phi0 est réel, donc je ne mets pas ici une étoile devant le phi0 de R'. Et si je fais agir ce potentiel donc, sur une fonction psi et que je regarde ensuite ce qui se passe en point de vue position, eh bien, donc là, ce qui va apparaître, quand je fais la même gymnastique ici, eh bien, je fais apparaître ici l'amplitude V0, je vois apparaître la fonction phi0 de R, et puis je vois apparaître l'intégrale sur tout l'espace de phi0 de R', psi de R' des 3R'. Donc c'est un potentiel qui n'est pas local à ce moment-là, puisque sa valeur en R, ici, quand il a agi sur psi de R, me fait intervenir les valeurs de la fonction d'onde psi en d'autres points.
Ça peut être des points relativement bien localisés si ma fonction phi0 est bien localisée, ou ça peut être des points qui vont chercher assez loin si phi0 est très étendu. Là, c'est à ma convenance, tout dépend de la fonction phi0 que je vais me donner. Voilà. Alors, on a l'impression qu'on a quand même sacrément compliqué les mathématiques en prenant ça, mais en fait, pas tant que ça. Comme vous allez le voir, c'est un problème exactement soluble, aussi bien pour les états liés que pour les états de diffusion. Et je vais le faire pour les états liés. Pour les états de diffusion, c'est fait dans les notes manuscrites, mais je ne vais pas le faire ici sur les diapositives. Donc, comment est-ce qu'on cherche les états liés d'un potentiel séparable? Donc, on écrit l'équation de Schrödinger pour une certaine énergie, et comme je cherche un état lié, je vais prendre une énergie négative. Donc, je vais chercher mon énergie sous la forme moins h bar de kappa carré sur 2 fois la masse réduite. Donc, j'ai mon énergie cinétique, qui elle est inchangée, moins h bar carré sur 2 laplacien, plus le potentiel qu'on a vu juste à la diapositive précédente, avec ce terme non local ici, égale E psi de R. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, c'est assez instructif comment on s'y prend, et c'est instructif pour une raison contournée, c'est que ce qu'on va faire là, en fait, ce n'est pas très, très différent de ce qu'on fait dans le problème Bardeen-Cooper-Schrieffer, le problème BCS, pour chercher l'état lié d'une paire de Cooper. C'est en fait pas les techniques sont assez voisines. On va donner un nom à cette intégrale-là. Alors, cette intégrale fait intervenir la fonction psi qui est inconnue, que je cherche à trouver. Donc, donner un nom à ça, c'est bien, mais ça cache un peu le problème sous le tapis. Mais vous allez voir qu'on va ressoulever le tapis un peu après. Donc, je donne un nom à cette intégrale que je l'appelle grand I. Donc, grand I, c'est le produit scalaire de phi0 avec psi. C'est cette intégrale-là que vous pouvez prendre en point de vue position ou en point de vue impulsion, comme ici. Donc, je vais la supposer connue pour l'instant, et puis je la déterminerai à la fin par une condition d'autocohérence. Donc, une fois que j'ai donné un nom à cette intégrale, eh bien, je vais prendre mon équation de Schrödinger et je vais la passer en point de vue de Fourier pour me débarrasser du terme d'énergie cinétique, enfin, pour le simplifier. Je ne m'en débarrasse pas vraiment, mais je me le simplifie. Donc, en point de vue impulsion, en point de vue de Fourier, l'énergie cinétique, c'est simplement h bar de Q2 sur 2m fois psi tilde de Q, la transformée de Fourier de psi de R. Ici, j'avais V0 phi 0 fois ma quantité grand I que je suppose connue. Donc, je vois apparaître V0i fois la transformée de Fourier phi 0 tilde de Q, transformée de Fourier de phi 0 de R, égale l'énergie, donc moins h bar 2 K2 sur 2m, kappa 2 sur 2m, psi tilde de Q, transformée de Fourier de psi de R. Donc tout ça, je peux regrouper les psi de Q qui sont inconnus à gauche. Donc j'ai du Q2 plus kappa carré. Je cherche à déterminer kappa carré, je cherche à déterminer mon énergie ici. Et je cherche à déterminer psi tilde de Q également. Égale des choses qui sont connues ou semi-connues, comme phi 0 tilde de Q que je me suis donné, et puis l'intégrale I que je vous dis, je la suppose connue pour l'instant. Donc ça, évidemment, c'est simple de résoudre pour la fonction psi tilde de Q. Pour me débarrasser des h bar 2 sur 2m qui sont ici, je pose V0 égale moins h bar 2 sur 2m fois sigma 0 ici. Donc sigma 0 à la dimension d'une surface, c'est juste pour éliminer h bar et m. J'ai donc simplement, quand je résous ça, psi tilde de Q égale phi 0 tilde de Q divisé par Q2 plus K2, kappa carré, avec grand I ici au numérateur et sigma 0 au dénominateur. Donc, j'ai résolu mon problème, au moins si je connais grand I, j'ai résolu mon problème, puisque je connais la transformée de Fourier de l'état lié, psi tilde, en fonction de la transformée de Fourier de ce que je me suis fixé, à savoir phi 0 tilde, ma fonction phi 0, et puis sigma 0, qui est donc directement relié au potentiel V0. Donc j'ai résolu mon problème, vous voyez, c'est tout fait. Simplement, maintenant, il faut quand même que je me débarrasse de ce grand I ici, qui contient le psi, donc il faut que je trouve la valeur de grand I. Mais ça, ce n'est pas très compliqué, on va le trouver simplement en utilisant une condition d'autocohérence, comme je le disais. Donc, je vous ai rappelé le résultat auquel on vient d'arriver, psi tilde de Q égale phi 0 tilde de Q sur Q2 plus kappa carré, avec un grand I ici. Et grand I est lui-même défini comme étant l'intégrale de phi 0 tilde de Q', psi tilde de Q' des 3 Q'. Donc, pour déterminer le grand I, ce que je vais faire, c'est que je vais donc simplement prendre mon équation qui est ici, je l'entoure, je vais la prendre ici, et puis je vais l'intégrer, je vais la multiplier par phi 0 étoile de Q, je vais l'intégrer sur Q, je mets le 1 sur 2 pi cube aussi pour avoir tout. Et donc là, qu'est-ce que je vais obtenir quand je fais ça? Eh bien, à gauche, je vais obtenir donc 1 sur 2 pi cube, l'intégrale de phi 0 étoile,
fois psi. Mais ça, c'est simplement grand I. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, j'obtiens grand I à gauche. Et puis à droite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens grand I sur sigma 0, que j'ai remis ici. J'ai le 1 sur 2 pi cube qui était ici, qui vient se mettre là. Et puis là, j'ai multiplié par phi 0 étoile le phi 0 du numérateur. Donc j'ai module de phi 0 carré divisé par Q2 plus kappa carré. Donc j'ai grand I égale grand I fois quelque chose. Alors de deux choses l'une, ou bien grand I est nul, ou bien je peux simplifier par grand I. Si grand I est nul, ce n'est pas très drôle, parce qu'à ce moment-là, si grand I est nul, psi tilde de Q égale 0. Donc je n'ai pas trouvé mon étalier, j'ai trouvé que la fonction psi était identiquement nulle. Ce n'est pas ce que je veux. Donc je suppose que grand I est non nul. Donc à ce moment-là, je simplifie par grand I ici, et j'ai 1 égale 1 sur sigma 0, l'intégrale de phi 0 tilde de Q sur Q2 plus kappa carré. Et ça, eh bien, c'est simplement l'équation qui va me déterminer la valeur que je cherche, à savoir la valeur de kappa. Je vous rappelle que je suis en train de chercher les étaliers, donc les énergies des étaliers. L'énergie de l'étalier, je l'ai paramétrée par kappa, en posant E égale moins h bar 2 kappa carré sur 2m. Et cette équation me définit les valeurs possibles de kappa. Tout le reste est fixé par mon choix de phi 0 d'une part et de sigma 0, donc de l'amplitude V0 d'autre part. Et ça, on se convainc facilement que c'est une solution qui a au plus une équation. Parce que si vous regardez bien le membre de droite ici, c'est une fonction de kappa, donc, qui est une fonction décroissante, puisque kappa intervient sous forme de kappa carré au dénominateur ici. Donc plus kappa est grand, plus mon dénominateur sera grand, donc plus mon intégrale va être petite. Donc là, de deux choses l'une, si je vous fais une petite résolution graphique, si je trace donc la valeur 1 ici, qui est la chose que j'ai à gauche, eh bien cette fonction-ci, si je l'étudie, si elle est comme ceci, c'est-à-dire si sa valeur pour kappa égale 0 est plus grande que 1, j'aurai une solution qui sera la valeur de kappa que je cherche. Là, j'ai tracé cette intégrale-là, je l'ai appelée i de kappa, disons. Je tracé ici i de kappa. Si elle est part plus grande que 1 pour kappa égale 0, tout va bien, j'aurai une solution. Et puis si au contraire elle part en dessous de 1, si elle part comme ça, bien là, je n'aurai pas de solution. Voilà. Donc, le problème est résolu. Il faut calculer la valeur de cette intégrale. Et si on vous a donné une fonction phi 0 de Q et un sigma 0, vous avez tout pour le faire. Voilà. Donc, on peut comme ça trouver complètement les étaliers. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué à faire. Alors, ce qu'on a fait pour l'étalier, on peut aussi le faire pour les états de diffusion. Je ne vais pas le faire en détail parce que ça va ressembler beaucoup à ce qu'on va être amené à faire pour les résonances de Fajbar. Donc là, j'esquisse juste la manière de le faire, et encore une fois, c'est fait dans les notes si vous voulez en savoir plus. Donc comment est-ce qu'on trouve les états de diffusion pour un potentiel séparable? Là encore, c'est un problème exactement soluble. On part de l'équation de Lippmann-Schwinger qu'on a vue ensemble plusieurs fois, qui consiste donc à chercher les états associés à une onde plane petit k, état que je vais écrire psi k. Et cet état, je vous rappelle à quoi il ressemble, c'est d'abord l'onde plane, et puis ensuite 1 fois la fonction de Green, enfin l'opérateur de Green associé à l'énergie cinétique, le potentiel V, fois la fonction psi k que je cherche. Je rappelle que l'équation de Lippmann-Schwinger est une équation implicite. Vous avez psi k qui intervient à gauche et à droite. Le potentiel V est celui de Yamaguchi, donc c'est V0 fois le projecteur sur l'état phi 0. Et donc là, encore une fois, je vois apparaître V0, l'intégrale qui est le produit scalaire psi 0 fois psi k, que j'appelle grand I et que je cache momentanément sous le tapis et que je trouverai un petit peu plus tard par une condition d'autocohérence. Et puis ensuite, ma fonction psi 0, enfin mon état psi 0, sur lequel je dois faire agir cette fonction de Green, E moins H0 plus I0+. Et ça, je vais savoir le faire puisque je connais la fonction phi 0, elle m'est donnée depuis le départ. Donc, si vous voulez avoir des choses plus concrètes, vous pouvez écrire ça en point de vue position. Donc, psi k devient psi k de R. L'onde plane, c'est puissance ik scalaire R. C'est ce que j'ai représenté par cette raie rouge ici. Et puis ici, vous avez V0i. Et ce que vous faites apparaître ensuite, quand vous passez en point de vue position, c'est donc la fonction de Green G0 de R moins R', phi 0 de R', D3 R'. Et donc, si vous vous demandez ce que vaut ce psi k de R en un point lointain ici, vous voyez que ce que cette chose-là, cette intégrale va faire apparaître, c'est la valeur, enfin ça va faire contribuer des points R', où la fonction phi 0 de R' prend des valeurs significatives. Voilà. Et comme phi 0 est imposé depuis le départ, bien là maintenant il n'y a presque plus rien d'implicite.
La seule chose implicite, c'est la valeur de grand I qui est ici. Mais tout ça se calcule aisément. Donc, si vous voulez aller au-delà de ça, je vous rappelle comment on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette fonction G0 de R'. Je vous rappelle qu'elle est à peu près égale quand R est très loin de cette zone des R' significatifs. C'est à peu près égal à e puissance IKR sur R fois e puissance moins I KF scalaire R'. Donc, ce que vous voyez apparaître ici, le e puissance IKR sur R, il sort de l'intégrale. C'est donc l'onde sphérique divergente qui est représentée par ces traits-là. Et puis, vous voyez apparaître e puissance moins I KF scalaire R' fois phi0 de R'. Ça, c'est rien d'autre que la transformée de Fourier de phi0 au point KF. Alors, pour simplifier, je vais supposer que phi0 est à symétrie sphérique. Donc, sa transformée de Fourier dépend que du module de K. Et le fait de supposer que phi0 est à symétrie sphérique, ça veut dire donc que, comme l'amplitude de diffusion ne dépend que du module de K, puis j'ai de la diffusion dans l'onde S seulement, je retrouve cette simplification que seule l'onde S contribue, qui est ce qui m'intéresse pour modéliser les collisions froides. Donc j'ai l'amplitude de diffusion, donc, qui est simplement le coefficient qui est en face de puissance IKR, donc c'est le V0I qui est là, et puis cette transformée de Fourier phi0 tilde de K, avec toujours des masses et des H-bar qui interviennent. Voilà. Donc, ensuite, il s'agit donc de déterminer grand I, qu'on utilise avec une condition d'autocohérence, c'est-à-dire en réinjectant l'expression qu'on a trouvée pour psi-k dans ce produit scalaire-là. On trouve la valeur de grand I. Cette fois-ci, il y a toujours une solution, parce qu'on n'est pas comme dans l'atelier où il n'y avait qu'une solution. Là, il y a toujours une solution. Et on arrive, après un calcul, qui est moyennement agréable, mais on s'en tire, à cette expression de l'amplitude de diffusion. Donc, 1 sur f égale un gros crochet ici, qui est une fonction réelle, ici, moins ik. Et ça, c'est donc, j'insiste bien, un résultat exact qui ne fait intervenir que la variable petit k, donc le moment que vous avez considéré pour votre collision, phi0, la fonction que vous êtes fixée, ou sa transformée de Fourier, et puis son intensité, V0, qui intervient plutôt par l'intermédiaire de ce sigma 0 que j'ai mis ici pour éliminer les H-bar et les masses. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de ça? Eh bien, on est content parce qu'on a la bonne partie imaginaire. Toujours bien de vérifier ça à la fin du calcul. Le théorème optique est bien satisfait. Et puis, la partie réelle, elle est ce qu'elle est. Je vous répète qu'elle est exacte, elle est valable quel que soit k. Et vous pouvez prendre sa limite k tendant vers 0. Et ça vous donne la longueur de diffusion pour le problème qui vous intéresse. Voilà. Bon, donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur les potentiels séparables. J'ai fait ce détour par les potentiels séparables parce que dans ce que je voudrais maintenant vous présenter, à savoir ce modèle simple de résonance de Fano-Feshbach, eh bien, je vais utiliser le potentiel séparable dans un modèle à deux canaux. Donc, plutôt que de le regarder déjà d'emblée dans un problème à deux canaux, je vais montrer comment, quand on a un seul canal, c'est vraiment très simple de s'en sortir. Bien, alors attaquons ce modèle, et rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Je veux juste poser les bases du modèle, aboutir à son résultat mathématique principal, et puis la semaine prochaine, on en tirera toute la substantifique moelle et on mettra de la physique autour. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme vous le savez, une résonance de Feshbach, c'est un problème à deux canaux, avec un canal ouvert et un canal fermé. Et le modèle que j'aimerais qu'on étudie ensemble, c'est la situation la plus simple qui fait intervenir deux canaux. Je vais prendre un canal ouvert, en bleu ici, qui est un canal dans lequel je vais supposer qu'il n'y a pas d'interaction entre les particules. On ne peut pas faire plus simple. Donc, l'hamiltonien dans le canal ouvert, ce sera simplement P carré sur 2m, l'énergie cinétique. Et puis, le canal fermé, qui doit avoir au moins un étalier, puisque c'est lui que je dois venir mettre en résonance avec mon canal ouvert, eh bien, je vais supposer que c'est un potentiel séparable associé à une fonction phi0 de R. Donc, je vais me donner une fonction phi0 qui sera rigide, je ne pourrai pas la changer, cette fonction phi0, et je vais donc prendre ce potentiel séparable que je vais coupler à mon canal ouvert qui n'a que de l'énergie statique, si je ne le mets pas, donc qui n'a pas de longueur de diffusion. Et mon paramètre de contrôle dans tout ça, eh bien, ce sera l'énergie du canal fermé par rapport au canal ouvert, donc ce que j'ai noté EF ici, pour EF, c'est pour fermer, le F, donc ça mesure l'énergie de phi0 par rapport au zéro d'énergie de mon hamiltonien purement cinétique, P carré sur 2m. L'état du système, donc, qui est un état à deux canaux, eh bien, je vais le décrire par un spinner à deux composantes. Psi, ici,
c'est les fonctions d'onde du canal ouvert, donc c'est des fonctions de carré sommable essentiellement, et phi, qui est donc le canal fermé. Et comme je dis, le canal fermé, lui, il n'a qu'un état, hein, c'est un espace de dimension 1, si vous voulez, c'est tous les états dedans, dans cet espace-là, sont proportionnels à phi 0, donc la seule chose que j'ai à déterminer ici, c'est l'amplitude petit alpha que je vais mettre devant le phi 0 ici. Donc les deux inconnus, enfin je vais revenir là-dessus, mais c'est la fonction psi et puis l'amplitude alpha ici du canal fermé. Donc ces canaux, il faut que je les couple. Donc l'équation valeur propre que je vais me donner pour le couplage entre ces deux canaux est la suivante. Donc l'équation valeur propre projetée sur le canal ouvert, si vous voulez, c'est H0 agissant sur psi, ou H0, encore une fois, c'est simplement de l'énergie cinétique, plus un couplage W qui prend la fonction du canal fermé phi 0 et qui me l'envoie sur le canal ouvert. On va voir comment on s'y traite ça dans un instant. Donc je prends la fonction phi 0 avec l'amplitude alpha, hein, puisque j'ai mis un spinner psi alpha phi 0, égale donc, puisque je prends l'équation valeur propre, égale le psi. Et puis cette équation projetée sur le canal fermé, c'est donc cet opérateur W qui implicitement a cette opération de projection sur le canal fermé, agissant sur psi, plus alpha fois EF fois phi 0, donc ça c'est l'énergie de mon canal fermé, donc c'est l'hamiltonien, si vous voulez, du canal fermé, alpha EF phi 0, égale alpha E phi 0, donc E étant la valeur propre que je cherche. Voilà, donc ça c'est un système d'équations à deux inconnus, si je puis dire. Mes inconnus, je vous rappelle ce que c'est la fonction psi en tant que telle ici, et puis le coefficient alpha ici. Phi 0, elle est connue, elle est rigide, et je n'y touche pas, c'est la même fonction phi 0 que ce que Yamaguchi avait pris pour ce potentiel séparable. Et ce que j'entends par ce potentiel W ici, c'est la chose suivante. Si vous reprenez cette chose-là ici, si je suis amené par exemple à projeter ça sur le bras psi, eh bien, quand vous verrez apparaître psi W phi 0, c'est en fait quelque chose qui sera donc l'intégrale d'un psi étoile de R fois W de R, que je vais me supposer imposer de par le modèle, fois phi 0 de R, également imposé par le modèle, des 3 R. Et ce qui va compter en fait dans tout ce qui va suivre, ce n'est pas vraiment la valeur de la fonction phi 0 de R, c'est le produit WR phi 0 de R. C'est ça l'ingrédient important, c'est le produit des deux, c'est la manière dont finalement le canal d'entrée va se coupler, le canal d'entrée ouvert va se coupler au canal fermé. C'est à la fois par la fonction W et puis par la fonction d'onde vers laquelle j'arrive, le phi 0. Et ce produit W phi, je vais le supposer réel et isotrope pour simplifier, ce qui me conduira, comme je l'ai dit tout à l'heure, à de la diffusion qui sera uniquement une diffusion qui sera elle-même isotrope, donc uniquement dans le canal L égale 0. Voilà, donc voilà le modèle, et il s'agit donc de le résoudre, ce modèle. Et après ce qu'on a vu sur le potentiel de Yamaguchi, ben vous allez voir, c'est pas compliqué, on va juste décalquer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc je vous ai rappelé les deux équations qu'on a ici, et je vais commencer par la première, puisque j'ai deux équations inconnues, je commence par résoudre la première, et puis ensuite je ferai une méthode de substitution, et puis une fois que je substituerai dans la seconde, j'aurai tout trouvé. Donc la première des équations, eh bien, les méthodes inconnues, c'est psi et alpha. Je vais supposer alpha connu, et je vais donc la résoudre psi en fonction de alpha. Donc je mets tout ce qui porte sur psi à gauche, tout ce qui porte sur alpha à droite. Donc H0 psi plus alpha W phi 0 égale E psi. Je leur écris E moins H0 psi égale alpha W phi 0. Et donc là, eh bien, je suis en terrain connu, c'est toujours l'équation intégrale de la diffusion qu'on a vue de multiples fois. Je la résous de la manière habituelle pour obtenir une équation de Lippmann-Finger. Psi de k, les solutions de ça sont indexées par un nombre d'ondes, enfin un vecteur d'onde k, qui correspond à une onde plane, plus la solution de l'équation avec second membre, alpha fois la fonction de Green libre G0 fois W phi 0, qui a comme comportement asymptotique, ça je l'ai dit il y a quelques minutes, donc je le redis sans trop d'explications, donc l'onde plane et puissance ik scalaire R, représentée en rouge ici, moins alpha, quand je développe ma fonction de Green, une onde sphérique divergente, et puissance IKR sur R, ce sont les cercles ici, fois une intégrale de puissance moins IKF scalaire R', W de R', phi 0 de R', c'est ce qui intervient ici, quand j'ai pris le produit scalaire avec la partie qui vient de la fonction de Green G0. Donc je vois apparaître la transformée de Fourier, si vous voulez, du produit W phi 0, et si ce produit W phi 0 est isotrope, cette transformée de Fourier sera également isotrope.
Donc je vais donner un nom à tout ça, cette grosse chose-là. Donc c'est transformé de Fourier du produit W phi 0, ou si vous préférez, le produit scalaire, enfin l'élément de matrice de W entre l'onde plane Kf et puis la fonction d'onde phi 0. Je vais l'appeler G de K. Donc G de K, si vous voulez, ça encode à la fois la valeur de la fonction phi 0 et puis le couplage W. Et tout va s'exprimer dans la suite en fonction de G de K. Donc G de K, encore une fois, c'est une donnée de mon modèle, hein, qu'après il faudra que je mette de la chair autour à ce G de K, que je vois quels sont ces ordres de grandeur pour faire de la physique avec. Mais à ce stade, c'est une donnée de mon modèle, G de K, c'est ce qui me caractérise le couplage entre le canal fermé et le canal ouvert. Donc, comme j'ai dit, si W et phi 0 sont le même isotrope, eh bien G de K est isotrope. Donc l'amplitude de diffusion, qui est simplement le coefficient qui vient se mettre devant les puissances IKR sur R, elle est isotrope, cette amplitude de diffusion. Donc elle s'écrit moins alpha, que je ne connais pas encore, mais que je vais résoudre en utilisant ma deuxième équation, moins alpha fois G de K, que je connais, fois des coefficients M, H bar, etc. Et donc il me reste à trouver alpha là-dedans, et une fois que j'aurai trouvé alpha, eh bien, j'aurai résolu mon problème. Donc pour alpha, comme j'ai dit, je reporte la solution de la première équation dans la seconde, la méthode de substitution habituelle. La solution de la première équation elle est écrite ici, donc c'est mon équation de Lippmann-Schwinger, vecteur d'onde K, onde plane K, moins alpha G0 W phi 0. Et la seconde équation, elle est écrite ici, hein, c'est W psi K plus EF alpha phi 0 égale E alpha phi 0. Donc reportons psi K dans cette équation-ci. Donc quand je reporte psi K, qu'est-ce que je trouve? Je trouve d'abord le K qui est ici, qui va se multiplier par W, donc ça va être le W fois K. Et puis le deuxième terme ici, donc, qui a du G0 W phi 0, je le remultiplie par un W ici, donc je vois apparaître W G0 W, avec le alpha qui est ici, agissant sur phi 0. Et puis ensuite, eh bien, j'ai les termes que j'avais déjà, donc le F alpha phi 0 que vous retrouvez, et le E alpha phi 0 que vous retrouvez. Donc, encore une fois, l'inconnu ici, c'est alpha. Hein, tout le reste, je le connais. Donc, mon inconnu, c'est alpha. Donc, je fais passer tous les termes en alpha du même côté. Disons que je les fais passer tous à droite. Je multiplie par le bras phi 0. Je vous rappelle que phi 0 est choisi normalisé. Donc, je peux l'écrire ici. Phi 0 égale 1. Donc, quand je multiplie par le bras phi 0, ce phi 0-là va donner 1. Ce phi 0-là va donner 1. Et donc, je vais me retrouver avec alpha égale, donc au dénominateur, le E moins EF, moins cette grosse chose-là que j'ai multipliée à gauche par phi 0, donc ça va être finalement l'élément de matrice de cet opérateur W, G0W, pris en sandwich entre phi 0 à gauche et phi 0 à droite. Et puis au numérateur, eh bien, j'ai le résultat de la multiplication de phi 0 par WK, ici, phi 0 WK. Et j'insiste bien, là, je connais tout, ici. Hein, tout est sous contrôle, puisque W, je me le suis fixé, phi 0, je me le suis fixé, donc je connais tout. Voilà, donc on peut regarder comment est-ce qu'on va faire des calculs explicites avec ça. Donc là encore une fois, je ne vais pas faire tous les calculs explicites, mais ils sont détaillés dans les notes. La seule difficulté vient du terme au dénominateur. Tout le reste, EF, je me le suis donné. Ça, c'est simplement la transformée de Fourier, comme je l'ai dit, de phi 0 W. La seule difficulté vient de ce terme au dénominateur. Alors, ce terme au dénominateur, comme vous avez du G0 ici, qui est du 1 sur E moins H0 plus I fois 0 plus, eh bien, je vous rappelle comment est-ce qu'on traite ce genre de choses au sens des distributions. Quand vous avez un 1 sur x moins x0 plus i0 plus, vous l'écrivez comme une somme en partie principale moins un pi delta. Donc vous avez une partie réelle et une partie imaginaire. Et donc, moyennant ce calcul-là, cet élément de matrice de WG0W, vous pouvez le mettre sous la forme d'une partie réelle qui va venir de la somme en partie principale, et puis d'une partie imaginaire qui va venir de cet pi delta. Et j'ai écrit donc les valeurs de cette partie réelle et de cette partie imaginaire. La partie imaginaire fait simplement intervenir le carré de G. Donc je vous rappelle que petit g, je vous ai dit, c'est ça qui encode finalement toute la physique du couplage canal ouvert, canal fermé. Donc je suis content. Et delta EF, eh bien, ça vient d'une intégrale en partie principale. Donc c'est cette chose-là, une somme qu'il faut comprendre ensemble en partie principale. Et là encore, vous retrouvez G carré de Q. Cette fois-ci, c'est G carré qui prend toutes les valeurs entre 0 et plus l'infini, alors que là, c'est la valeur K qui est celle de votre énergie de collision. Voilà. Je termine avec l'amplitude de diffusion.
L'amplitude de diffusion, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était proportionnelle à moins alpha fois G de K. Maintenant, en utilisant ma deuxième équation, j'ai trouvé la valeur de alpha sous la forme G sur ce dénominateur là, E moins EF plus cette partie réelle delta EF plus cette partie imaginaire IK fois G carré. Donc je reporte la valeur de alpha ici et je regarde ce que vaut 1 sur F. Et ce que je vais trouver, donc 1 sur F, donc ça va être proportionnel à 1 sur alpha multiplié par G. Donc je vais avoir du G fois ce G là au dénominateur, donc G carré. Et puis cette chose-là qui est au dénominateur pour alpha va passer au numérateur pour 1 sur alpha. Donc je vais avoir du E moins EF plus delta EF, c'est la partie réelle ici. Et puis la partie imaginaire, j'ai du IK G carré, et puis j'aurai du G carré ici qui interviendra. Donc il me restera simplement moins IK. Pour la N plus unième fois, je suis content parce que j'ai la bonne partie imaginaire. Ça me dit que je n'ai pas oublié un facteur 2π au détour d'une équation. Et j'extrais de ça la longueur de diffusion en prenant la partie réelle et en prenant sa limite E tend vers 0, donc K tend vers 0, puisque je vous rappelle que E c'est H bar 2 K2 sur 2M. Donc je prends la limite K tend vers 0 de ça pour avoir la longueur de diffusion. Donc quand K tend vers 0, donc je vous rappelle que 1 sur F de K tend vers moins 1 sur A, quand K tend vers 0. Donc ici, je peux prendre E égale 0, là, puisque K tend vers 0, E tend vers 0. Delta EF de K va tendre vers une certaine valeur que je vais appeler delta EF de 0, que je vais noter grand delta, qui est une quantité dont on voit tout de suite qu'elle est toujours positive sur son expression ici. Et puis le G de K qui est ici va tendre vers une valeur G de 0, que je vais appeler G indice 0. Donc ça me donne moins 1 sur A. Donc si vous prenez A, ça va valoir donc G0 carré sur EF moins delta. Et là, eh bien, je vois que j'ai rempli mon cahier des charges au sens où je trouve bien une résonance quand je balaye l'énergie de mon étalier. Quand l'énergie de l'étalier se promène entre moins l'infini et plus l'infini, eh bien, je trouve qu'il va y avoir une valeur pour laquelle la longueur de diffusion va diverger. Voilà. Et donc, je trouve cette valeur. Je trouve aussi ce qui est au numérateur ici, qui donc provient de G0, donc de la force du couplage entre le canal ouvert et le canal fermé. Une chose qu'on peut dire à ce stade, qui peut être une surprise à première vue, c'est que la divergence que je vois apparaître, elle ne se produit pas quand EF égale 0. Ce que vous voyez, le dénominateur ici, ce n'est pas 1 sur EF, c'est 1 sur EF moins delta. Donc ce n'est pas quand EF égale 0 que la divergence se produit. EF égale 0, ça se produit quand le canal fermé ici est juste à résonance avec l'asymptote du canal ouvert. Eh bien, la résonance n'est pas là, la résonance est décalée. Et même si ça peut paraître un petit peu choquant à première vue, en fait, il ne faut pas être surpris. Ce décalage, c'est simplement lié au fait que ce canal fermé, il interagit avec tout le spectre du canal ouvert. Et donc, ce canal fermé est lui-même déplacé en énergie. Et non seulement il est déplacé, mais il est aussi habillé, il est contaminé par les états du canal ouvert. Et donc, si vous faites une simple théorie des perturbations de deuxième ordre pour voir où est le nouveau état du canal fermé en présence de ce couplage canal ouvert, canal fermé, vous trouvez que c'est déplacé. Et ce que vous trouvez avec ce delta ici, c'est simplement ce déplacement. La formule qui est ici, en fait, est une formule au deuxième ordre en couplage, puisqu'elle intervient en G carré. Et donc, ce n'est pas illogique, finalement, de retrouver ce déplacement. Bon, alors là, le modèle est vraiment en brut de décoffrage, tel que je vous le donne. Comme je le disais, il faut mettre de la chair autour de ça. Et cette chair, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il faut voir, par exemple, ce décalage, comment il se compare aux énergies réalistes d'un problème, c'est-à-dire l'énergie de Van der Waals, par exemple. Est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit? Et on va voir que précisément, c'est ça qui va nous permettre de définir si on a affaire à des résonances larges ou étroites. Il faut également voir si les longueurs de diffusion qu'on trouve ici, les petits a qu'on trouve à partir de cette équation-là, est-ce qu'elles sont grandes ou petites par rapport aux longueurs de Van der Waals, qui sont les longueurs de diffusion typiques dans un problème avec un potentiel de Van der Waals. Donc, à ce stade, comme je dis, il est brut de décoffrage, il est purement mathématique, ce résultat. Et la semaine prochaine, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre de la physique autour de tout ça. Voilà, donc, je conclus. La leçon de ce cours, c'est donc qu'on a plusieurs mécanismes qui peuvent conduire à des diffusions anormalement grandes. Et on a vu comment expérimentalement ces différents mécanismes pouvaient être mis en œuvre, enfin, pouvaient se révéler au laboratoire. Les résonances à énergie nulle, les résonances de forme
pour les états de moment cinétique non nuls, et puis les résonances de Feshbach, dont on a vu un premier aperçu. J'ai développé, dans la toute dernière partie, un modèle simple de résonance de Fano-Feshbach, qui faisait appel à cette notion de potentiel séparable, qui était un modèle exactement soluble, donc ça c'est bien agréable, parce qu'après on peut quantifier le degré d'approximation de telle ou telle approche, et on a trouvé son amplitude de diffusion. Et donc au programme du prochain cours, eh bien, on a regardé si ce modèle admet ou non des états liés, puisque, comme toujours, on a vu que la résonance de diffusion est associée à l'émergence d'états liés, donc il faudra qu'on vérifie ça. Il faudra qu'on définisse et qu'on comprenne la notion de largeur de résonance, justement en se comparant aux énergies caractéristiques de Van der Waals, aux longueurs caractéristiques de Van der Waals. Et puis, un dernier point qui est important, c'est de comprendre s'il y a des spécificités qui sont liées à la nature bicanale de la collision. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié que la longueur de diffusion pouvait diverger, puis est-ce qu'on peut dire, très bien, j'ai une longueur de diffusion qui diverge avec une résonance de Feshbach, est-ce que je peux maintenant remplacer froidement cette longueur de diffusion, ce problème avec une longueur de diffusion qui diverge par un problème monocanal qui a également une longueur de diffusion qui diverge, ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au fait qu'il y a deux canaux? Est-ce que le canal lié, par exemple, joue un rôle important, ou est-ce que je peux simplement l'ignorer en sachant simplement qui crée cette divergence? Eh bien, vous allez voir que là encore, la réponse n'est pas universelle et dépend du fait qu'on a affaire à une résonance large ou à une résonance étroite. Voilà, donc je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous donc pour la suite de ce cours la semaine prochaine. Merci.